Alors bonjour, nous commençons cette conférence sur Gabriel Davio, architecte du mobilier urbain de Paris sous le Second Empire. Alors cet architecte qui aujourd'hui n'est pas très connu malheureusement, il fait partie d'une équipe extraordinaire qui dans la seconde moitié du 19e siècle change complètement les paysages de Paris. Et donc c'est sur ces sujets que je vais vous entretenir aujourd'hui. En particulier, le rôle que Gabriel Davio, qui est un architecte qui par ailleurs a travaillé dans beaucoup d'autres bâtiments, a joué au sein de ce service spécial des promenades de plantation que je vais tout de suite vous présenter. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous donner quelques éléments biographiques de Davio. Alors Davio, c'est un architecte qui, à 19 ans, en 1843, rentre au service de la ville de Paris, notamment dans les services du plan. Il travaille avec un autre architecte qui s'appelle Deschamps. Et dans les services du plan, en fait, il apprend plutôt la cartographie, il apprend les plans de Paris, il apprend les différents projets de percement de nouvelles rues. Et en effet, il travaille sur quelques grands projets. On a par exemple tous les dessins de Davio qui représentent les façades de la tranche de la seconde tranche de construction de la rue de Rivoli. Disons que cette première période qu'il passe au service du plan, c'est une période de formation et c'est aussi une période qui lui permet de financer ses études. Il ne vient pas d'une famille fortunée, il doit s'occuper aussi de sa mère. Et l'activité au sein de la ville de Paris lui permet donc de se former d'un côté, souvenir à ses besoins, aux besoins de sa formation, et notamment parce qu'il intègre l'école des beaux-arts et par la suite, où il reçoit plusieurs prix par ailleurs en construction, en montrant d'être très habile dans la gestion des différents matériaux. Et à partir de 1855, grâce à la recommandation de son chef, donc de Deschamps, il intègre un tout nouveau service qui vient d'être créé, le service spécial des promenades de plantation. Ce service est un service qui est dirigé d'un jeune ingénieur qui vient de Bordeaux, qui s'appelle Adolphe Alphin, et c'est un service que Haussmann a créé pour répondre au souhait de Napoléon III de doter la ville d'une véritable administration qui a consacré à la gestion du végétal en ville. Davio fera toute sa carrière dans ces services. En fait, il intègre, je vous disais, en 1855 et il y restera jusqu'en 1871. Donc, quand il sera nommé inspecteur général des travaux d'architecture de la ville, charge qui va occuper pendant très peu de temps, juste 4 ans, parce que pour sous pression du poste, il partira ainsi à la retraite. Alors une retraite qui n'est que, disons, officielle, mais qui n'est pas officieuse, c'est parce que Davio continuera à intégrer et travailler et collaborer avec Alphin et les autres architectes qui, avec lui, sous le Second Empire, ont transformé Paris, parce qu'il fait partie de plusieurs commissions au sein même de l'administration municipale, et donc disons des commissions qui s'occupent plutôt des travaux d'histoire, des contrôles des travaux d'architecture, etc. Et donc il pourra continuer à donner son avis, à participer à la création, plutôt à la transformation et à la continuation des travaux qui ont été entamés au Second Empire. Il va mourir en 1881 et cette année, sa bibliothèque est vendue aux enchères. Alors, j'aime bien souligner cet aspect parce que la bibliothèque de Davio est vendue peu de mois après son décès à l'hôtel Drouot. Et c'est un témoignage très important étant donné les peu de documents que nous avons sur lui. Et, pour comprendre quelles étaient ses lectures, quelles étaient ses passions, et peut-être quelque chose de plus sur son activité au sein du service des promenades et plantations. Mon intervention va s'articuler en 4 parties. À partir de la figure de Davio, je vais commencer à construire les contextes dans lesquels Davio opère pour comprendre quel est son apport à la transformation du paysage, à la création même du paysage parisien, et comment cet apport s'articule avec celui de tous les autres spécialistes qui travaillent au sein de l'administration. Alors,
La première partie se concentrera plutôt pour présenter cette administration, donc l'administration des promenades des plantations. Et vous voyez ici un dessin des grilles du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, qui est un dessin qui appartient aux collections de la ville. Et donc, je tiens à préciser tout de suite que la plupart des dessins et des images que vous verrez ici sont légendées, mais elles viennent de mes recherches qui ont été conduites dans les 10 dernières années au sein des bibliothèques et des archives de la ville de Paris. Et notamment, j'ai essayé de mettre dans cette présentation beaucoup d'images, souvent pas connues ou très peu connues, qui viennent de l'agence Davio, parce que Davio disons que les héritiers Davio ont légué une partie de ces dessins et de ces photos et quelques documents écrits à la ville de Paris au début du XXe siècle. Pour pouvoir présenter ces services de promenade de plantation que Davio intègre en 1855, il faut présenter l'homme qui pendant 40 ans l'a dirigé avec des niveaux de responsabilité différents. Et je parle d'Adolphe Alphin. Donc Adolphe Alphin, presque autant inconnu que Davio, peut-être encore moins connu, même si on en parle beaucoup. Finalement, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte qu'on répétait toujours les éléments de biographie qui avaient été diffusés déjà pendant sa vie, mais qu'aucune recherche n'avait été véritablement menée au sein des archives et à la recherche aussi des documents qui pouvaient reconstituer la gestion de son administration. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'Adolphe Alphin était un ingénieur des ponts et chaussées et que sa vie ne destinait absolument pas à devenir le directeur d'un service de promenade de plantation. Comme tous les ingénieurs des ponts et chaussées, il avait une formation spécialisée dans la construction de tous les axes de circulation, de tous les réseaux circulatoires, pour utiliser une image qui est très typique du 19e siècle. Et ces réseaux circulatoires comprenaient les routes, les chemins de fer et les canaux. Il avait presque aucune connaissance en termes d'horticulture, sinon pour ce qui concernait la plantation des grands chemins, activité pour laquelle les ingénieurs des ponts et chaussées, de toute façon, ils étaient épaulés par des horticulteurs et des spécialistes. Mais c'est un ingénieur qui a quelque chose de particulier. Et c'est-à-dire qu'il est très voué à son art et à toutes les techniques qu'elle implique, mais aussi il a un certain goût de l'art, un certain goût esthétique, dira Haussmann, qu'il rencontre à Bordeaux, où Alphin fait son service à peine sorti de l'école des ponts et chaussées. Et il a moyen, Haussmann, à l'époque, lui aussi, pas encore les grands préfets que tout le monde connaît, mais était préfet siégeant à Bordeaux. Et Alphin et Haussmann vont se rencontrer dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire celui d'une ville, celle de Bordeaux, qui est une ville industrielle très importante, qui commence à se développer très vite et où Alphin peut montrer au nouveau préfet toutes les différentes capacités et les différentes cordes qu'il peut sonner, disons, pour transformer la ville, pour l'embellir. Alors, en particulier, à Bordeaux, Alphin, il s'occupe de plusieurs travaux qui relèvent de l'art de l'ingénieur, c'est-à-dire les ports commerciaux de Bordeaux, les chemins de fer vers la Teste, l'aménagement de certains quartiers, les projets d'agrandissement de Bordeaux sur l'autre rive de la Garonne, etc. Mais il est aussi le président du service des fêtes municipales, et c'est un service plutôt une association des bénévoles, mais qu'il gère absolument comme s'il s'agissait d'un vrai service administratif. Et cette association est très importante parce qu'elle organise pendant l'année plusieurs fêtes, et ces fêtes attirent à Bordeaux plusieurs centaines de milliers de personnes, à tel point que pendant les grands jours des cavalcades historiques ou des éclairages nocturnes, etc., la population de Bordeaux augmente d'un tiers.
Alphin, il arrive à gérer tout ça avec, je vous disais, des bénévoles. Donc, il est capable vraiment d'appliquer une gestion administrative à tous les niveaux, même pour des projets qui sont en dehors de l'administration municipale. Et en particulier, il mobilise les services de quelques spécialistes de sa ville reconnus dans les domaines de l'horticulture. Les paysagistes Barrier Deschamps et ses adeptes, et en particulier son élève, Joseph Lafourcade. Barrier Deschamps est un paysagiste qui a la spécialité, et il est très connu, il travaille déjà en collaboration avec la Société d'horticulture de la Gironde, mais pas que, même la Société d'horticulture nationale. Et c'est un paysagiste qui est très connu parce qu'il s'est acclimaté en serre des plantes exotiques. Et il a transformé les serres de son établissement bordelais dans une sorte de promenade publique pour laquelle il y a des billets et des facilitations même pour les familles. Et il l'a fait finalement devenir un lieu où les Bordelais aiment se promener comme les autres jardins, comme les jardins publics qui à cette époque est mis en projet, et beaucoup d'autres espaces destinés à la promenade. Alors, tous ces éléments sont importants, c'est important de les souligner parce que c'est effectivement à Bordeaux que se forme l'équipe qui transformera Paris. C'est-à-dire que Haussmann est appelé par Napoléon III pour devenir préfet de la Seine. Il est chargé de former sa nouvelle administration et il décide que pour vraiment gérer les projets de Napoléon III, il faut un ton nouveau, il appelle comme ça, donc c'est-à-dire il faut une transformation radicale de l'administration parisienne telle qu'elle avait fonctionné pendant des années, et notamment cette transformation concernait la création de 3 grands services, au chef desquels il fallait mettre un personnel spécialisé et surtout des fonctionnaires publics. Donc, il choisit des ingénieurs des ponts et chaussées parce que, comme je le disais, c'était vraiment des spécialistes de tout ce qui concerne les infrastructures. Et nous verrons pourquoi c'est tellement important, cet aspect, pour comprendre les projets de Paris de l'époque qu'on appelle haussmannisation, disons, de la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, Haussmann décide qu'il faut que les chefs de ces services soient des personnes possiblement nouvelles, et qui lui soit particulièrement fidèle. Et c'est comme ça qu'il va chercher 2 ingénieurs qu'il a rencontrés pendant sa carrière, donc l'ingénieur Belgrand, à qui il confie les services des eaux et égouts, et l'ingénieur Alphin, à qui il confie un tout nouveau service. C'est vraiment une nouveauté absolue dans l'administration parisienne, mais pas que dans l'administration parisienne, c'est-à-dire un service qui a la spécificité de s'occuper globalement de la gestion et de la création d'espaces destinés à la promenade. Donc, pour résumer, et on verra après de quels espaces il s'agit, mais disons d'espaces dont la caractéristique principale est d'être plantés. Alors, ce service est un service très important. Il commence un peu en cachette avec un décret de 1855 qui établit la création d'un service spécial, on l'appelle, des promenades et plantations, au sein duquel il y a un ingénieur des ponts et chaussées qui obtient bientôt les sobriquets par ses collègues de ingénieur jardinier, et tout le monde un peu se moque de lui parce que être un chef de la création des promenades n'est certainement pas à la hauteur des ambitions d'un ingénieur des ponts et chaussées. Et cette équipe, avec Alphin, se compose aussi d'un horticulteur, Serra Barrier Deschamps, qui arrive à Paris avec son collègue Joseph Lafourcade et qui va diriger les sous-services de l'horticulture, et pour compléter, un service d'architecture, donc pour tout ce qui concerne disons, l'immobilier des parcs et jardins, mais pas que, l'immobilier de la voie publique aussi. Et alors, il faut trouver un architecte qui puisse se prêter à ces nouveaux chantiers, parce que c'est vraiment un défi. Et c'est là que l'architecte Deschamps propose à Haussmann ce jeune architecte d'Aviou, qui travaille avec lui depuis un certain temps et qui s'est montré particulièrement habile dans la construction des chalets. Alors, retenez cette information parce que nous verrons pourquoi elle est tellement importante. Alors, pour terminer sur Alphin, disons que l'ingénieur Alphin prend la direction de ce service spécial. Ce service spécial, initialement,
se concentre sur la construction du grand chantier de la grande promenade périurbaine qui est à l'époque les Bois de Boulogne, on y reviendra. Et le succès de ces chantiers fait en sorte que l'année d'après, en 1856, un décret de la préfecture établit qu'au sein de l'administration parisienne, désormais, il y aura 3 grands services, dont un destiné à tous les espaces plantés de la ville. Ces services a un rôle fédérateur par la suite parce que les succès des réalisations d'Alphand, dirigés par Alphand, fait en sorte que Alphand devient vraiment les bras droits d'Haussmann. Haussmann pense même pour lui à une sorte de ministère de la ville de Paris qui rêve de faire voter un jour par l'empereur. Ça ne va pas se réaliser. Mais en tout cas, il arrive à les promouvoir à un point qu'en 1867, après qu'il a dirigé les grands chantiers de l'exposition universelle, Alphand récupère aussi un autre service, celui de la voie publique. Donc, je vous disais fédérateur parce qu'en fait, autour du service des promenades de plantation et de son chef, vont petit à petit se greffer les autres services qui transforment la ville. Donc, la voie publique, l'éclairage un peu avant, les concessions. Donc, c'est-à-dire que finalement, c'est une ville dont le projet est conçu comme un projet d'urbanisme, même si les mots est anachronique, les mots à l'époque, on ne l'utilise pas, mais qui part de la vision et du rôle que les végétales jouent à l'intérieur de la composition urbaine. Et c'est d'autant plus important que, contrairement à Haussmann et à Napoléon III, la carrière d'Alphand ne va pas s'arrêter avec la chute de l'Empire, mais elle continuera même après. Juste après la Semaine sanglante, Thiers, donc le chef de l'exécutif, va les nommer directeur des travaux de Paris, donc un nouveau service. Un service qui récupère un peu les tâches de la préfecture de la Seine, telle qu'elle était dirigée par Haussmann, c'est-à-dire qu'Alphand, il se retrouve en mai 1871, en chef de tous les chantiers de transformation de la ville de Paris, l'architecture, les promenades de plantation, la voie publique, les bâtiments publics, les fêtes publiques, l'assainissement, les eaux et égouts à partir de 1878, et plus tard, la construction même du réseau électrique, premier projet, et la construction du métropolitain. Sa vie est bardée d'honneur. En 1866, il obtient aussi la direction générale du parc de l'exposition universelle de 1889. C'est lui qui signe tous les documents pour la construction de la tour Eiffel. C'est lui qui propose Eiffel, c'est lui qui les défendra aussi, même si les lettres qui circulent sur la défense qu'Alphand aurait fait de la tour Eiffel sont des faux, mais il les défendra en privé. Et c'est lui, finalement, qu'on dira être le vrai roi de Paris. C'est l'un des préfets de la Seine qui dit ça, le préfet Lépine. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la ville, qui est son meilleur ami. C'est encore une chose qu'on dit les jours de sa mort au sein du Conseil de Paris, et pour lesquels, s'il fallait choisir au fond une devise, on dirait « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire je suis celui qui connaît Paris comme personne d'autre, et celui qui a consacré toute sa vie à la transformation de Paris. Alors aujourd'hui, on fait une conférence sur Daviou. Ce n'est pas Alphand le centre de notre sujet du sujet qui nous intéresse, mais comprendre le rôle d'Alphand sur ces 40 ans est fondamental pour comprendre l'activité de Daviou à l'intérieur de ces services. Parce que Daviou est, comme tous les autres spécialistes qui travaillent sous une personnalité si imposante et avec des capacités organisatives si importantes, et donc je disais, c'est comme tous les autres spécialistes, c'est quelqu'un qui conçoit son travail seulement dans une relation d'équipe. Les gros problèmes de l'administration parisienne précédemment à Haussmann étaient que les services étaient occupés par des spécialisations différentes. Souvent, il ne s'agissait pas des fonctionnaires. Les architectes ne le seront pas quoi qu'il arrive. Mais la chose qu'il faut remarquer, c'est que il n'y avait pas une centralisation telle qui permettait au chef de pouvoir gérer l'interdisciplinarité. Alors, avec une administration tellement si centralisée,
avec pour chef les préfets de la Seine, sous-chef un ingénieur général des ponts et chaussées et 3 ingénieurs des ponts et chaussées sur les 3 services que vous voyez là, les services de la voie publique, les services des eaux et égouts et les services des promenades et plantations, est possible il devient possible de faire travailler des compétences très disparates autour d'un même projet. Parce que le noyau dur, celui du chef d'orchestre, est assuré à des différents niveaux de responsabilité et qui arrive à être chapeauté de façon totale par les préfets de la Seine. Alors, pour vous expliquer exactement donc, comment le travail d'un architecte qui est tout de suite engagé pour construire les mobiliers pour les promenades et plantations s'articule avec ces différents services. Cette belle coupe du boulevard Saint-Germain me semble une très bonne représentation. Vous y voyez comment est conçue à l'époque une percée urbaine. Donc comment on conçoit un boulevard. Et vous voyez là tous les éléments qui sont gérés par les services de la ville. Et surtout, la coupe montre que tous ces éléments sont tellement enchevêtrés, articulés et superposés les uns sur les autres que c'est impossible de les concevoir indépendamment. C'est-à-dire que quand on fait une percée, tous les services travaillent ensemble sur le même projet. Alors là, vous le voyez très bien, vous avez donc la chaussée, les trottoirs. Sur les trottoirs, vous avez des alignements d'arbres et du mobilier. On peut distinguer les arbres, et les grilles d'arbres et les colonnes Maurice et les lampadaires. Et ces arbres, vous voyez, ils sont plantés dans des tranchées de terre végétale qui doivent être isolées des conduites souterraines de la ville, en particulier celles du gaz. Donc la compagnie du gaz doit aussi travailler en articulation avec ses services parce qu'une fuite de gaz peut détruire complètement tout un alignement. Vous voyez aussi que le réseau de promenade, d'alignement des arbres est lié au drain du service des égouts parce que à partir du Second Empire, on commence à mettre en place, bien évidemment, tout un système de circulation de l'eau, mais aussi un système de drains sous les arbres qui permettent d'arroser les arbres directement de l'intérieur de la ville dans les périodes de grande siccité ou éventuellement de nettoyer les trottoirs et récupérer les eaux de pluie dans les cas de fortes pluies. Donc c'est tout un système qui s'articule et dans lequel l'architecte qui est à vue doit trouver sa place par rapport à la disposition des différents éléments de la ville. L'élément je dirais, fondamentale pour comprendre tous ces projets, c'est qu'avec une métaphore qui est une métaphore organiciste à l'époque et qui peut être appliquée à la ville comme à la médecine, on considère que la ville est un système et ce système est exactement comme un corps. Pour soigner un corps, la médecine du 19e siècle connaît une énorme évolution, il faut soigner ses circulations. Pour soigner la ville, il faut soigner donc ses circulations. Pour transformer Paris dans une ville moderne, il faut la rendre fluide dans toutes les circulations qui garantissent sa santé, que ce soit la circulation des hommes et des choses, donc les services de la voie publique, que ce soit la circulation de l'énergie, donc les services de distribution, qui est toujours sous la voie publique, de distribution du gaz et de l'énergie, les services qui s'occupent des fluides, donc l'eau et les eaux usées et les eaux bonnes à boire, et les services qui s'occupent de l'air, donc de la respiration, les grands poumons de la ville, c'est-à-dire les services de promenade et plantation, qui a pour but celui de créer un réseau d'espaces plantés, un réseau interscalaire organisé sur plusieurs espaces qui va innerver, articuler, faire respirer la ville selon l'articulation des différents éléments, des différents organes qui sont réunis par ces artères qui sont les alignements d'arbres le long des rues principales. Alors, pour vous donner une image très parlante, vous avez ici les plans des promenades de Paris dessinés, qui a été dessiné au sein du service et qui est publié dans un ouvrage qui paraît entre 1867 et 1873 et qui s'appelle Les promenades de Paris et dirigé par Alphand. Alphand qui montre au monde entier, cet ouvrage a un énorme succès et ses planches sont aussi publiées dans les
les journaux et dans les livres des différents éditeurs séparément. Alphand, il présente tous les travaux que son service a réalisés au Second Empire. Alors là, vous avez Paris tel qu'il est en 1867, et ici, vous pouvez voir en vert, par un travail qui a été fait par l'ingénieur Vincent Sainte-Marie-Gauthier, en vert tous les espaces qui sont réaménagés ou transformés sous le Second Empire, justement pour créer ces réseaux des promenades de plantations. Alors, je vous disais que c'est un réseau scalaire, donc c'est-à-dire il s'agit de plusieurs espaces. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas réduire l'action de ces services à la réalisation de quelques jardins. Certes, il y a eu des réalisations très importantes qui sont très connues aujourd'hui, mais qui n'ont pas lieu d'être, on ne peut pas comprendre si on les considère comme isolées, alors qu'elles font toutes partie d'un même discours. Si vous voulez, ce sont les différents éléments, la différente syntaxe d'un discours unique, qui est celui qui prône l'importance du végétal en tant qu'élément de la fabrique urbaine. Alors, pour résumer les différentes échelles de ces projets, on peut partir par la grande échelle des 2 promenades périurbaines, qui, encore avec la métaphore organiciste, on appelle les poumons de Paris. Donc vous avez la réhabilitation des 2 bois, Vincennes et Boulogne. On passe ensuite par l'échelle intermédiaire, et donc celle des jardins intra-urbains. Donc les plus connus, certainement les Boues de Chaumont, qui a inauguré au début du mois d'avril 1867 lors de l'inauguration de l'exposition universelle, mais pas que. Je vous ai mis à côté un plan qui est plus tardif, c'est les jardins du Champ de Mars, qui est dessiné par Joseph Lafourcade, donc élève de Barry Deschamps, après l'exposition de 1878, et cela, je l'ai fait pour vous expliquer que ces projets ne doivent pas être chronologiquement réduits à ce qu'on fait au Second Empire, aux 17 ans de l'administration haussmannienne, mais toute cette équipe va travailler par la suite. Le même Daviou, il va former des élèves qui vont continuer le style Daviou, le style municipal, si vous voulez, jusqu'au nouveau siècle. Les services de promenade et plantation réaménagent aussi des jardins hérités du Paris des Rois. Donc, notamment, 2 chantiers très importants sont celui de l'ancienne folie de Chartres, donc, qui est transformé dans les jardins publics du Parc Monceau, et les jardins des Champs-Élysées, qui sont un chantier aujourd'hui de grande actualité dans la ville. Et après, à l'échelle encore plus petite, vous avez des petits jardins, des quartiers. L'idée, c'était aménager un espace planté à 300 mètres de la porte de chaque Parisien, en ligne d'air évidemment, et donc utiliser tous les espaces que la ville pouvait investir pour la transformation, pour l'aménagement des plantations urbaines, essayant naturellement d'articuler les exigences du budget de la ville avec les exigences d'une ville plus saine et plus belle, parce que la beauté et l'hygiène sont aussi les 2 éléments qui caractérisent tous ces projets. Et donc les veines et les artères de tous ces systèmes, c'est systèmes d'alignement d'arbres qui sont plantés par milliers à Paris et qui sont aussi font aussi l'objet d'une réelle politique centralisée, c'est-à-dire que si jusque-là les arbres des alignements, ils existaient évidemment, mais les arbres des alignements étaient des compétences de quelques entrepreneurs privés, la ville se dote à partir du Second Empire d'établissements horticoles qui cultive les arbres, qui les entretient, qui les plante, et donc d'une armée, si vous voulez, des jardiniers, qui va quotidiennement s'occuper de la bonne santé de tous les réseaux. Donc la ville produit ses propres végétaux et considère ces végétaux exactement comme il considère tous les autres matériaux qui la composent, et donc des matériaux qui doivent être d'excellente qualité et d'excellente performance pour la bonne réussite du projet. Alors vous voyez que c'est exactement la démarche d'un ingénieur des ponts et chaussées, c'est-à-dire que concevoir de cette façon la ville, c'est exactement comme concevoir à cette époque les territoires.
la France, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, devient l'un des pays avec les infrastructures les plus importantes au monde. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont les protagonistes de cet énorme projet qui défie les reliefs et qui fait en sorte que la totalité, presque la totalité du territoire national soit traversée par des chemins et des chemins, des routes, des canaux et surtout des chemins de fer qui sont les grands protagonistes du XIXe siècle. Donc vous voyez que ces ingénieurs qui vont diriger les services de la ville, en fait, ils conçoivent la ville comme ils conçoivent les territoires, c'est-à-dire comme un espace complètement isotope où chaque élément doit et peut être en relation avec les autres. Et ce n'est pas par hasard que vous voyez, par exemple, dans des livres qui présentent les grands travaux du corps des ingénieurs de ponts et chaussées, avec les grands ponts qui utilisent les nouveaux matériaux, les fers, la fonte, etc. Vous trouvez aussi des images des boulevards plantés avec la distribution du mobilier, ou alors, comme cette image que vous voyez en bas, c'est des plans des places. Ici, c'est la place d'Italie, aménagée autour des années 1877, et qu'on la conçoit un peu à la moitié entre un rond-point des forêts des Magnanes et une axe circulatoire de ce que les ingénieurs de ponts et chaussées sont habitués à dessiner. Pour qu'un réseau soit cohérent et fonctionnel, je disais, il faut qu'il soit isotope, c'est-à-dire que tout l'espace soit considéré au même niveau. Certes, la hiérarchie spatiale est une hiérarchie qui concerne la taille des jardins et des différentes plantations, mais tout doit être traité de la même manière. Les chantiers périphériques comme ceux du centre-ville, les réalisations des quartiers les plus favorisés comme les réalisations des quartiers les plus défavorisés. Dans ces projets de cohérence du paysage urbain, nous savons que les éléments qui sont les plus connus sont certainement celui de l'invention d'un langage paysager qui est appelé jardin moderne, donc un jardin qui s'inspire de l'écriture paysagère des jardins pittoresques, avec ses allées en serpentine, avec ses vallonnements, ses grandes pelouses sur lesquelles sont exposées des plantes tropicales, et donc même un choix des végétaux qui est très raffiné et qui prévoit donc la mise en scène de toutes ces plantes qui sont gérées au sein du service de la ville. Et donc, quel est le rôle de Daviou dans tout ça ? Daviou participe de façon essentielle parce qu'il dirige les services d'architecture des promenades de plantation. Donc, ça lui revient la tâche de construire toute cette panoplie de différents bâtiments et des différents éléments qui vont constituer la cohérence de l'espace public, parce qu'ils sont distribués sur l'intégralité de la ville, indépendamment donc de toute considération d'ordre géographique ou économique. Et disons, il commence cette activité au Bois de Boulogne, qui est considéré par beaucoup de chercheurs comme le laboratoire en fait du Nouveau Paris, parce qu'il s'agit d'un grand jardin, d'une promenade urbaine, mais qui, pour sa taille, peut être vraiment considéré à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est vraiment l'échelle de l'ingénieur de ponts et chaussées. En fait, c'est le premier chantier qu'Alphand va diriger, et dans lesquels l'équipe va se mesurer avec toutes les compétences qu'il peut mettre un peu en commun pour penser et transformer cette promenade qui deviendra un peu, si vous voulez, le vocabulaire de la promenade publique urbaine en Europe et dans le monde jusqu'à la moitié du XXe siècle. Alors, Daviou, il commence par dessiner des différents éléments de décoration donc, de la promenade. Ici, vous voyez son dessin du kiosque impérial, mais aussi tout un tas d'autres éléments qui sont plus techniques, si vous voulez. Par exemple, il se spécialise dans la réalisation des grilles. Donc ici, vous voyez un très bel aquarelle de ces collections sur la porte de l'impératrice
qui fait référence aussi à cette grande allée plantée qui constitue elle aussi une référence urbaine incontournable pour l'urbanisme des promenades et plantations dans le monde pendant presque un siècle. Donc c'est la grande avenue qui est aujourd'hui l'avenue Foch, qui de l'Arc de Triomphe arrive jusqu'au bois de Boulogne. Et cette avenue est décorée d'un côté certes de la place qui est en construction par ailleurs, de la place de l'Étoile, et de l'autre de l'arrivée de ces grands grilles monumentales dessinées par Daviau. Daviau qui dessine l'espace selon une démarche qui va du total, du global au détail. Et donc vous voyez ici par exemple l'attention qu'il donne à tout élément qui décore cette allée. Notamment, là, vous avez un lampadaire monté sur grille de l'avenue de l'Impératrice, et il fera une sorte de variation pour d'autres lampadaires qu'il va utiliser pour décorer les grilles des bâtiments qui sont en bordure de cette avenue. Et c'est dans ces chantiers qu'en fait Daviau montre jusqu'à quel point il peut articuler ses capacités avec les besoins d'un projet d'espace planté. Alors ici, vous avez par exemple, je vous donne l'exemple du Pré-Catelan. Donc le Pré-Catelan est un espace, une grande concession au sein du Bois de Boulogne. Et au moment où il faut la réaliser, on considère d'abord les ingénieurs vont dessiner la forme de cette concession pour voir en termes de taille et des différents services qu'est-ce qu'on peut penser de donner à des entrepreneurs privés et quelles sont les activités qu'on peut instaurer dans cette promenade publique. Donc là, vous avez les plans que les ingénieurs livrent, et c'est intéressant parce que ces plans un peu dessinés avec déjà l'action des paysagistes, donc des Barrier des Champs et de la Forcade, vous voyez exactement ces lignes de mire que je vous ai soulignées en bleu, qui montrent déjà dans les projets initiaux quels sont les points de vue que les différents bâtiments qui seront réalisés au Pré-Catelan devront privilégier, parce qu'à partir de ces points de vue, toute la composition des jardins et des plantations est réalisée. Alors c'est là que Daviau montre toute sa compétence, parce qu'en fait, il lui revient de réaliser les bâtiments, mais sachant déjà qu'ils doivent être orientés et organisés par rapport à un espace. Donc ça, c'est le projet qu'il présente, c'est le projet où il place déjà la taille de ces différents bâtiments. Donc il va même au-delà de ce qu'on lui avait proposé, justement avec ces grands percés, au-delà, qui capturent les paysages au-delà du Pré-Catelan. Et c'est très important parce que ça sera les mêmes percés qui seront ensuite appliqués à ces monuments au sein de la ville, avec ces grands boulevards et ces grandes artères plantées. Et il commence à présenter des différents projets, toujours en variant, disons, en reprenant les éléments des contextes qu'on lui donne, mais en variant les solutions. Donc les deux petites images que vous voyez sur la gauche sont des projets qu'il soumet à Alphand, et la plus grande, c'est finalement le projet définitif de 1856, qui est validé par Alphand et par les services d'horticulture. Et c'est là qu'inaugure aussi tout un vocabulaire formel de petits bâtiments, de petites fabriques, de restaurants. Donc, il est très beau, par exemple, les restaurants en hémicycle avec son jardin d'hiver, qui a l'image, qui a les plans en bas à gauche, qui montre comment Daviau sait intégrer le végétal à l'intérieur de l'architecture dans un rapport vraiment d'interface, parce que finalement c'est un restaurant au milieu d'un jardin qui a son tour un jardin à l'intérieur, qui est un jardin totalement éphémère à l'intérieur d'un jardin réel. Et aussi ces rapports très fins qu'il développe avec les paysages et la prise en compte des paysages, vous voyez dans cette belle vue qui est dans son legs. Donc c'est une vue qui était dans ses dessins. Donc là, pour la construction des Aidres de Lille au Bois de Boulogne, donc il dessine bien évidemment sa petite fabrique, mais il la dessine en prenant en compte tous les éléments autour et vraiment l'effet qu'elle va faire, cette petite fabrique, au sein du paysage qu'on est en train d'aménager.
Même chose pour les cafés-tiroirs. Et après, grand coup de maître, au-delà des fabriques, donc de ces fabriques pour lesquelles il réinvente son vocabulaire formel, il va dessiner aussi tous les mobiliers du Bois de Boulogne en montrant qu'il peut, en tant qu'architecte, concevoir un mobilier qui s'adapte certes à une promenade publique, mais un mobilier qui pourrait être appliqué aussi à la ville. Je vous ai montré l'avenue de l'Impératrice. Et ce mobilier est un mobilier cohérent, mot-clé pour les projets du service des promenades et plantations, mais pas, ennuyant, pas complètement conforme, un mobilier qui reprend les mêmes éléments, mais sur variation des modèles. Et ça, c'est un élément que je pense être central pour comprendre l'importance de Daviou, parce que le secret de son travail, c'est d'avoir dessiné tous les mobiliers de Paris, un mobilier qui s'est inscrit dans l'imaginaire parisien. Donc ici, je vous ai mis un beau tableau des Béraud qui montre les boulevards des Capucines, où vous voyez Paris sans que ça soit dit nulle part que c'est Paris, mais c'est évident pour tout le monde que ça l'est. Et c'est la même chose aujourd'hui quand on regarde des photos sur les réseaux sociaux. Et ça suffit de voir la présence de ces mobiliers, donc les bancs double assise, la colonne Maurice, la grille d'arbres. Et tous ces éléments-là, dans tous les quartiers de la ville, fait sens, fait globalité, fait réseau. Alors, s'il fallait juste les énumérer, ces réalisations, donc on dirait que, par exemple, c'est Daviou qui a dessiné les bancs que vous trouvez dans les boulevards, dans les jardins et dans les squares. Ils vous semblent peut-être tous pareils, mais ce n'est pas du tout le cas. Chaque élément est créé, certes en série, avec les couleurs choisies par la ville de Paris, mais avec une magnifique variation selon les circonstances. C'est-à-dire que chaque élément est adapté à l'espace pour lequel il est conçu. Donc, notamment pour les jardins, il y a dans le projet original pas des bancs double assise, mais des bancs qui sont orientés vers les pelouses normalement. Souvent, ils sont dessinés avec des rusticages. C'est le cas des bancs qu'ils dessinent pour les bouts de Chaumont, ou alors des bancs gondoles qui sont beaucoup plus confortables, qui sont ceux qu'on trouve encore aujourd'hui dans beaucoup de jardins parisiens. La colonne Maurice, qui en réalité, on devrait l'appeler colonne affiche, toujours dessinée par lui. Maurice, c'est le premier imprimeur qui a exposé ses travaux sur ces colonnes, donc c'est son nom. Et les dessins aussi des poteaux affiches qu'on trouve encore beaucoup dans certains squares. C'est lui qui dessine aussi toutes les variations des kiosques. Et il en a une grande multiplicité, parce que puisqu'il s'agit d'espaces publics qui donc sont conçus pour abriter un nombre très grand d'usagers, il y a aussi des kiosques qui doivent servir à des différentes activités. Donc bien sûr, vous avez les kiosques à bonbons et à jouets qu'on trouve dans tous les squares, mais vous avez aussi les kiosques pour les gardiens. On aura aussi à un moment même des kiosques qui distribuent du lait pour les petits-enfants et qui sont refournis par des vaches qui sont amenées dans les jardins, dans quelques squares parisiens, et qui donnent les laits sur l'étang, et dans ces chalets lait au chalet bébé, il y a même ça, sont distribués aux enfants dans les jardins. C'est aussi les corsets tuteurs et la grille d'arbres, donc pour protéger les arbres des nouvelles plantations. Il faut savoir que les arbres des plantations urbaines sont des arbres énormément fragiles. La ville essaie de les protéger avec tous les moyens qu'elle a, et en inventant aussi des instruments nouveaux. Donc par exemple, ces corsets tuteurs est beaucoup mieux de ce qu'on faisait jusque-là, parce qu'on entourait les arbres avec des systèmes différents et des épines qui étaient dangereuses d'un côté et qui ne protégeaient pas totalement les arbres. Donc les dessins est un dessin qui se veut esthétique, mais qui est aussi extrêmement technique. Et même chose pour la grille d'arbres qui protège les racines de l'arbre et qui il permet de les aérer face au choc des voitures, au choc des passants, etc.
Et encore une fois, c'est un travail qui ne peut pas être conçu sinon comme un travail d'équipe, parce que tous ces éléments qui sont distribués sur la voie publique les sont en concertation avec les autres services. Donc ici, c'est les planches des promenades de Paris qui montrent la distance de chaque élément sur la voie publique, parce que c'est aussi une question vraiment de distribution de ces éléments dans les grandes artères qui donne cohérence à ces paysages. Et comme je vous disais, quand on parle de travail d'équipe, on parle aussi de formation, c'est-à-dire que Davio est, oui, chef d'un service, mais d'un service où il forme d'autres architectes qui prendront la suite. Alors, son collaborateur principal, l'architecte Alphonse Souget, qui arrivera avec lui, un an après avec lui, en fait, en 1956, deviendra son héritier et donc il ira diriger les services d'architecture. Et à son tour, Auger passera la main à Camille Formiger, lui aussi architecte, lui aussi formé au sein de la ville, qui va amener les dessins de Davio, ou disons ces styles municipaux comme les spécialistes Jarassé a théorisé à plusieurs reprises, ce style municipal dans les nouveaux siècles, en l'articulant avec déjà les nouveaux usages, voir par exemple l'effet que dans les squares on commence à organiser des concerts et donc il faut des pavillons et des abris pour la musique, ou alors déjà les caractéristiques, l'esthétique de l'art nouveau. Mais encore une fois, attention, parce qu'il ne faut pas considérer tous ces mobiliers comme monotones, comme ennuyants, comme s'il s'agissait toujours du même élément. En fait, c'est des éléments très différents, c'est toujours des variations sur le modèle, et c'est ça l'art des Davio, c'est-à-dire vous donner l'impression d'être dans un espace parfaitement cohérent, mais un espace qui se singularise et qui raconte à chaque fois, presque à chaque fois, une histoire. Alors ici, vous avez les différents modèles, par exemple, des lampadaires et d'éclairage public, mais un élément que je trouve très passionnant et qui mériterait peut-être d'être mieux étudié et peut-être mieux valorisé aussi, sont les grilles des squares. Donc ici, vous avez des dessins originaux de quelques squares du Second Empire, et en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul square qui a la même grille que l'autre, et parfois ces dessins sont des dessins qui sont évocateurs aussi du site dans lequel cette grille est censée être posée, et parfois aussi en relation avec vraiment les paysages dans lesquels il faut les positionner. Alors ici, ça c'est un dessin qui à ma connaissance n'a jamais été publié et que j'aurais trouvé dans les archives de Paris. Et donc en fait c'est la grille que Davio dessine pour les squares des arts et métiers. Et parce que les squares des arts et métiers étaient conçus d'abord sans la colonne. Donc en fait il s'agissait d'une grande percée qui boutait directement sur l'entrée du conservatoire des arts et métiers. Donc ici l'idée c'était certes une balustrade très raffinée, parce qu'il s'agit de l'un des seuls squares dessinés en quinconce, donc avec des caractéristiques des jardins classiques, mais la grille doit être une grille basse et transparente pour laisser filer le regard du boulevard, donc du nouveau boulevard Sébastopol, jusqu'à l'entrée du conservatoire. Quelques éléments encore de détail, donc deux squares que j'aime beaucoup, deux grilles que j'aime beaucoup plutôt. Donc la grille du square Louvois, en fait, la grille du square Louvois est une grille qui est conçue comme une espèce de gerbe qui va contenir les jardins, parce que la grille est pliée à l'extérieur, donc c'est comme si les jardins étaient les contenus d'un vase, et la très belle grille avec un petit clin d'œil à la chapelle expiatoire du square Louis XVI, parce que vous avez ces lances sur lesquelles vous avez des lys de France. Et après, les grilles magnifiques et malheureusement pas assez bien valorisées à mon avis, parce que cachées par la végétation, etc., de ces grands cœurs dessinés avec des épines entrelacées du square Montholon.
Et après, des grilles monumentales qui ont fait l'histoire des grilles de promenades parisiennes, mais pas que, des promenades dans le monde entier. Et j'ai trouvé des grilles comme ça, même dans des projets des villas américaines au XXe siècle. Donc ça devient la grille par excellence. Donc ici, dans le dessin original par Daviau qui est conservé à l'Hôtel des Villes, et dans la photo qui a été faite par Marville, plus ou moins à la même époque. Et après, même un mobilier qui est un mobilier de service, mais là aussi, c'est un mobilier de service, mais dans la cohérence du dessin, on essaie de trouver des variations sur modèle qui valorisent en quelque sorte l'architecture et ses utilisations, qui peuvent être multiples, donc pas que des urinoirs dans ces cas-là, mais aussi des urinoirs qui font de l'éclairage ou alors qui peuvent présenter des publicités. Alors, pour reprendre les deux derniers points sur lesquels je serai beaucoup plus rapide, disons que tous ces mobiliers s'articulent avec une certaine imaginaire de la ville moderne. Une ville qui on veut mettre en scène dans ces nouveaux monuments et dans ces nouvelles pratiques. Donc, la nature, qui est un peu l'objet principal de ces services de promenade et plantation, est une nature qui quand même doit être toujours articulée avec l'idée de la ville et l'idée du progrès. Alors ici, vous avez par exemple, encore une fois, une référence aux ingénieurs de ponts et chaussées, qui sont les grands artistes de circulation au niveau du territoire. Et vous voyez, même les langages esthétiques, un peu les mêmes qu'on retrouve dans les jardins parisiens. Là, d'un côté, vous avez les ponts Saint-Louis près des Mentons, donc il est représenté dans l'illustration, c'est un paysage pittoresque par excellence. Et de l'autre côté, vous avez les ponts de l'aiguille des bouts de Chaumont qui a une ressemblance détournante avec ce que nous voyons devoir sur les Alpes. Et de la même façon, l'intégration des chemins de fer à l'intérieur de la ville n'est pas et surtout à l'intérieur des jardins, n'est pas du tout considérée comme une limite. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à les cacher. Au contraire, comme vous voyez dans cette belle vue qui est publiée dans les promenades de Paris des bouts de Chaumont, c'est la totale spectacularisation, la mise en scène de l'art de l'ingénieur et des circulations, même au sein du jardin, à un tel point qu'on va réaliser des belvédères. C'est le cas des bouts de Chaumont, mais c'est le cas aussi des Montsouris, c'est le cas aussi de la terrasse du square des Batignolles, des belvédères pour montrer le spectacle du train. Et qui dit train dit voyage, parce qu'en fait, ce qu'on veut montrer dans ces architectures et ce qu'on veut évoquer dans ces aménagements des jardins, c'est une nature qui est un ailleurs, certes, mais un ailleurs parfaitement connu, dominé, maîtrisé, organisé par les savoirs de la technique et du progrès. Donc, comment Daviau s'articule avec toute cette... comment l'action de Daviau s'articule avec cette démarche des constructions de la nature urbaine en reprenant des éléments qui sont très en vogue à l'époque, donc notamment par exemple l'esthétique du chalet. La Suisse est la principale destination de tourisme de l'époque et les chalets suisses commencent à être vraiment comme une espèce d'objet qui rappelle un paysage des rêves, un paysage désiré, cette nature un peu incontaminée de la Suisse, qui Daviau reprend à l'intérieur de ces bâtiments. Donc ici, vous avez par exemple des dessins des différents bâtiments du bois de Boulogne, donc notamment par ailleurs ces chalets. Et il y a toujours cette passion qu'il a, Daviau, mais qui a un peu tout l'art des jardins de cette époque, de mélanger les vrais et les faux, l'artificiel et le naturel, parce que vous avez au bois de Boulogne un vrai chalet qui est démonté de Berne et qui est remonté au bois de Boulogne pour montrer qu'est-ce que c'est réellement la Suisse, un chalet suisse. Et après, vous avez toutes ces constructions de Daviau qui vous montrent une variation sur le modèle du chalet suisse avec un langage qui s'articule par contre avec celui du mobilier de la ville de Paris et avec la référence de la Suisse. Donc, toute cette nature qui est urbanisée, c'est une nature qui évoque aussi les monts telluriques, donc tous les travaux que les ingénieurs font dans les sous-sols, donc la présence des grottes dans les jardins est connue, mais aussi les nouvelles pratiques de l'espace, les nouvelles pratiques des loisirs et les nouvelles activités en plein air, par exemple les canotages, etc. Les canotages, les balades en bateau, les pique-niques, ce n'est pas le cas du bois de Boulogne où on ne peut pas les pratiquer.
qui relèvent, elles aussi, de cet imaginaire de la société contemporaine, industrielle et la société du progrès. Et donc là, vous avez, par exemple, toute disons, ces imaginaires paysagers qui sont repris par l'architecte qui est Daviau, et qui les mélange avec sa culture personnelle. Et là, c'est important de les souligner parce que Daviau est un grand connaisseur de la culture classique. Dans sa bibliothèque, on trouve beaucoup de livres qui racontent de l'art, de l'histoire de l'art et de l'architecture et de toutes les formes de l'architecture. Et donc, il va mélanger ces mondes contemporains et du progrès avec des références à la fois de l'art classique et des références de l'art contemporain, mais ultra contemporain. Alors ici, je vous mets ces deux images. La première est celle-ci, qui représente les petits temples qu'il va dessiner sur l'aiguille du bout de Chaumont. Mais vous voyez bien que c'est un petit temple qui fait référence au temple de la Sibylle de Tivoli, c'est-à-dire d'un topos de l'histoire de l'art du paysage européen et en particulier de l'histoire de l'art du paysage français, parce que la représentation de la campagne romaine et notamment des cascades de Tivoli ont été un topos de la peinture de Claude Lorrain, de Fragonard, du Robert, etc. Mais même l'art contemporain, parce que finalement, ces dessins s'articulent avec des paysages du voyage, mais bien évidents pour tout le monde. Ce sont les nouveaux paysages du voyage, les nouveaux paysages de la découverte, qui sont les lieux de villégiature. Donc, c'est ça qui est intéressant de relever, c'est qu'il faut faire attention, c'est-à-dire Daviau est un architecte de son temps qui travaille dans une administration à la pointe de la technicité et qui est formé pour créer la ville moderne, industrielle et la capitale de la France, la capitale de l'un des pays qui vise à devenir les pays les plus industrialisés et les plus à la pointe de la technique du monde entier. Donc il ne s'agit absolument pas d'amener la campagne en ville, comme on pouvait, selon une certaine rhétorique, se l'imaginer, mais de faire de la nature l'un des matériaux de la fabrique urbaine. Parce que finalement, comme vous le voyez dans ces vignettes satiriques et dans ces beaux passages d'Émile Zola, qui est publié en 1867 dans les Figaro, les Parisiens est un amant platonique de la nature. Il s'extasie devant la cascade du bois de Boulogne et déclare ensuite qu'il n'a plus besoin de voir la Suisse. Il lui faut une nature apprêtée, d'une certaine façon, commode à regarder, une nature en carton-pâte peinte et vernie, que l'on puisse enfermer entre 4 rangées de maisons. En plein champ, sous les larges libre-ciel, il serait dépaysé, il s'ennuierait à mourir, il préfère un tout petit peu d'herbe, entouré des grilles et des trottoirs. Alors, c'est les grilles des trottoirs de Daviau. C'est ces grilles et ces trottoirs qui racontent une ville qui est en train de devenir la capitale du monde et qui a un regard d'un côté à l'art, à la grande art et à son grand bagage d'architecte des beaux-arts, mais de l'autre côté à cette équipe extraordinaire qui est en train de transformer la ville de Paris et d'intégrer dans ses projets urbains la nature. Et je vous remercie.